elle est en évolution. En évolution. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui est intéressant sur ce sujet, parce qu'au départ, si vous voulez, notre méthode de travail est claire. On détecte à travers nos courriers et nos observations des sujets qui méritent d'être portés à la connaissance du décideur politique, puisque nous ne sommes pas décideurs politiques, et du législateur. Et nous nous sommes rendus compte que dans la protection des victimes, dans la loi Kouchner, et dans les relations entre les décideurs judiciaires et les experts judiciaires, il y avait aujourd'hui une interrogation sur la fiabilité des expertises. Et notamment tant d'ailleurs du point de vue professionnel que du point de vue victime. Donc à partir de ce moment-là, quand on détecte un problème, on lance une enquête. Si on s'aperçoit qu'effectivement ça concerne un vrai sujet de société, on mobilise un certain nombre, entre guillemets, de gens compétents qui enrichissent notre réflexion, et là, à partir de ce moment-là, notre réforme évolue. Quand je dis évolution, parce qu'encore aujourd'hui, nous recevons des témoignages de gens qui viennent accréditer la pertinence de la question en disant « Vous avez raison, le monde expert est un monde dans lequel il souffre d'un manque de transparence, il y a trop de cooptation par copinage, il y a des éliminations de compétences, mais en même temps, de l'autre côté, on reçoit aussi des témoignages pour dire « Regardez la qualité des expertises fournies, c'est grâce à elles qu'ont pu être prises un certain nombre de décisions. » Et donc la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est que, le drame de notre société, c'est le déséquilibre entre le fort et le faible. C'est pas à vous que je vais apprendre que l'affaire de La Fontaine est aujourd'hui plus d'actualité que jamais, selon que vous êtes fort et puissant, et qu'aujourd'hui, c'est comment consolider et favoriser l'excellence de la décision dans tous les domaines. Il s'agit d'une décision de caractère économique, politique, scientifique et judiciaire. Les décideurs vont devoir s'appuyer de plus en plus sur des compétences qu'ils n'ont pas, parce que les sujets deviennent de plus en plus techniques, de plus en plus compliqués. Et il va y avoir deux types d'experts, ceux qui vont aider à la prise de décision. S'il s'agit des décisions politiques, c'est là aussi d'éviter la confusion. L'expert n'est pas là pour dire il n'y a plus aucun risque parce que j'ai donné une expertise, vous pouvez vous appuyer dessus, je garantis zéro défaut. Pas du tout. L'expert n'a pas pour but de faire disparaître les risques, il a pour but d'évaluer les risques et d'analyser les conséquences. Et donc il y a une espèce d'illusion aussi de l'expertise, notamment psychiatrique, qui consiste à dire qu'à partir du moment où on estime que quelqu'un n'est plus dangereux, il ne sera plus jamais dangereux. Et on voit bien le danger dans lequel nous nous trouvons. De croire qu'en s'appuyant sur un expert, on garantit le zéro défaut. C'est pas vrai. Le deuxième élément, c'est les décisions judiciaires. Et les décisions qui elles, gèrent la réparation d'un litige ou qui transigent ou qui aident à choisir entre les parties qui a raison, qui a tort et quel est le montant des indemnités versées. Et nous nous sommes basés sur l'expertise médicale car c'est le sujet qui a émergé chez nous. Alors je sais que vous vous interrogez pour savoir pourquoi nous sommes partis d'un sujet particulier et non pas d'un sujet général. Il y a des passerelles, il y a des questions communes à l'expertise et la place de l'expertise dans le monde judiciaire, dans le monde économique, dans le monde politique. Le deuxième sujet, c'est les conflits d'intérêts. Notre société, aujourd'hui, a besoin de retrouver confiance dans ses décideurs, quels qu'ils soient. Et la confiance passe par la transparence et l'éthique. Et l'éthique, c'est mettre un terme au procès juste ou injuste des conflits d'intérêts. Et l'on voit bien que là, il y a toute une série de questions qui se posent sur l'impartialité, sur l'indépendance, sur l'objectivité d'un expert. Et puis le troisième sujet, c'est la compétence de l'expert. Et là aussi, nous avons posé un certain nombre de questions, et des questions qui ne sont pas faciles à trancher. On a mis des questions en débat. Le débat, c'est peut-on être expert auprès d'un assureur, expert auprès d'un tribunal qui fait qu'en fin de compte, l'assureur est un jour du côté de l'auteur ou un jour du côté des victimes. Donc est-ce qu'on ne peut pas être jugé parti? Mais en même temps, si on retire la possibilité pour les juges de n'avoir accès qu'aux experts qui ne sont pas dans les assurances, est-ce que tout compte fait, les meilleurs ne sont pas aux assurances? Et donc, on a un vrai débat. Et donc, comment garantir? Et c'est le vrai problème dans la santé. On voit bien aujourd'hui le procès qui a été fait sur l'Organisation mondiale de la santé. Les experts auprès des décideurs politiques sont forcément dans les laboratoires.
Mais si ce sont les meilleurs, pourquoi se priver des meilleurs? Et si on prend ces meilleurs-là, comment on garantit qu'ils peuvent cloisonner leur intérêt personnel et leur intérêt général? C'est une vraie question qui d'ailleurs a frappé aussi à la médiature le critère d'indépendance. Et on en revient sur la notion d'éthique. Nous, notre problème, c'est on intervient généralement à partir des sujets posés. Et comme nous avons créé un pôle santé-sécurité-soins à partir du 1er janvier 2009, c'est à partir de ce pôle santé-sécurité-soins que nous avons détecté un certain nombre de litiges, de contentieux, de frustrations liées à des conflits d'expertise ou une absence d'expertise. Ou quelquefois des expertises qui ont mis à mal une carrière professionnelle d'un praticien et qui, 10 ans après, une contre-expertise rétablissant le professionnel. Mais pendant ce temps-là, il a perdu femme, honneur et fortune. Et donc on voit bien que la décision d'expert peut être lourde de conséquences. Deuxième élément, l'expert doit être celui qui permet aussi d'éclaircir une vérité qui n'est pas si facile que ça à déterminer, et quelquefois avec des impondérables, des incertitudes, qui créent... on attend souvent de l'expert des certitudes, or l'expert livre souvent des incertitudes. Mais ce qui est important, c'est que le décideur puisse être éclairé sur les termes du débat. Et donc c'est à partir de cela que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un vrai débat sur l'expert est absolument nécessaire pour le décideur judiciaire, mais est-ce que le décideur judiciaire a à sa disposition tous les experts dont il aurait besoin? La réponse est non. Est-ce qu'il les paye suffisamment? La réponse est non. Est-ce que les meilleurs experts sont sur la liste? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des problèmes de copinage? On nous dit que oui. Est-ce qu'il y a des problèmes d'élimination de gens qui pourraient créer des conflits de concurrence, etc.? On nous dit que oui. Donc, à partir de ces questions-là, nous ne sommes pas décideurs, nous reprenons ces questions et nous les mettons en débat. Et nous disons, arrêtons de fuir une vérité qui est vécue par les praticiens, les victimes et les magistrats eux-mêmes. En même temps, on nous dit, les technologies vont tellement vite, sont tellement, surprenantes par leurs nouvelles approches de pratiques chirurgicales, par exemple. Peut-on admettre que quelqu'un puisse être encore expert 10 ans après avoir cessé sa pratique? Ça pourrait se concevoir lorsqu'il n'y a pas de modification technologique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le matériel, la chirurgie microscopique, les examens, fait que si vous ne pratiquez plus, assez rapidement, vous perdez la main. On aborde la santé en général. Oui. Même si la santé, il faut être prudent parce que l'on voit bien que le problème de l'expertise est général selon les domaines et c'est impossible de comparer l'expertise en matière de santé, de l'expertise en matière d'urbanisme, de l'expertise en matière d'accident de la route et que l'on voit bien qu'il y a des points communs. Moi, on recevait des experts automobiles. À l'évidence, l'expérience et le flair d'un expert qui a un peu de bouteille est un élément quelquefois très important qui ne s'apprend pas dans les universités. C'est un sujet sur lequel effectivement la Cour de casse a pris position en retirant la qualité d'expert à quelqu'un qui manifestement travaillait à 100% pour une expertise privée. Mais en même temps, se priver des compétences d'experts au motif qu'ils travaillent pour les assurances ou les systèmes privés, c'est leur faire un procès sur leur capacité d'être indépendants et objectifs. C'est un sujet qui pourrait aussi, même s'il ne travaillait pas pour les assurances, quel est le crédit que l'on peut porter à un expert qui doit juger un de ses collègues? Est-ce que la confraternité ne va pas l'emporter sur l'indépendance? Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le statut d'indépendance est moins important que l'éthique avec laquelle on assume son indépendance. Et quels sont les moyens dont on doit doter l'expert pour qu'il soit en recul, en distance, par rapport à des intérêts dont manifestement ils peuvent être conflictuels au sein de sa propre pratique. Et c'est là où, à mon avis, nous avions fait une proposition en disant il faut que ce débat ait lieu.
Si le débat consiste de façon un peu péremptoire de dire tout expert qui travaille pour les assurances ne peut plus être expert judiciaire, est-ce que la question n'est pas on prive les tribunaux d'un certain nombre de compétences dont ils auraient absolument besoin? La deuxième, est-ce qu'il faut les payer auprès des assurances pour garder cette éthique et cette indépendance? Les experts judiciaires. Les experts judiciaires. À l'évidence, l'état des débats publics rendra impossible cette équation. Troisième élément, je crois par contre à la transparence, c'est-à-dire à la déclaration obligatoire d'un expert qui devrait signifier en disant vous me mobilisez pour juger les effets d'un médicament, je travaille pour tel laboratoire. Avec une capacité de désistement de l'expert qui pourrait dire je ne peux pas, en mon âme et conscience, expertiser sur ce sujet parce que je suis en conflit d'intérêts. Troisième élément, c'est le contradictoire, qui peut aussi récuser l'expert par la connaissance de cette déclaration qui consistera à dire de la partie adverse je récuse l'expert au motif de. Je reviens sur l'affaire douloureuse du procès d'Outreau. Je crois qu'il faudra qu'on réfléchisse à la place de l'expert dans les cours d'assises. Quand l'expert n'est pas mis en avant pour éclairer le juré, l'expertise est fragilisée dans la capacité de perception des jurés d'avoir un éclairage nouveau par rapport aux avocats de la partie civile. Donc je crois que l'expert doit être mis à côté du président pour garantir, si l'expert est indépendant, il est là pour éclairer toutes les parties. Et il ne peut pas être, et donc il doit être positionné à côté du président, de façon à pouvoir éclairer l'ensemble de celles et ceux qui prendront des décisions lourdes de conséquences pour l'une ou l'autre des parties. Donc je crois que la place de l'expert dans l'appareil judiciaire doit être réfléchie, la place de l'expert par rapport au conflit d'intérêts doit être complètement réfléchie. D'ailleurs, c'est un des thèmes prioritaires de mon action de 2011. Manifestement, se pose, selon nous, enfin, et d'après ce que l'on reçoit, un certain nombre de problèmes d'incapacité pour les magistrats de disposer d'expertise dans leur ressort de tribunal, sauf à Paris, dans lequel, quand on ressort de Paris, les experts qui sont à la PHP, il n'y a pas beaucoup d'experts qui sont disponibles sur le monde judiciaire. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a aussi une relation entre est-ce qu'ils sont juges et parties, s'ils doivent traiter un contentieux avec la PHP. Donc là, ça fait partie des vrais sujets. Donc l'idée que nous avions proposée, nous, c'était de dire, est-ce qu'on n'aura pas intérêt à avoir une commission qui d'ailleurs permettrait le déplacement géographique, c'est-à-dire qu'on aurait un réservoir dans lequel l'ensemble des ressorts pourrait puiser. Nous devrions réfléchir au statut de l'expert, à sa formation obligatoire. On avait évoqué ça sur la formation des pratiques judiciaires, ce qui aujourd'hui me semble être le cas dans certains ressorts et pas dans tous les ressorts. C'est en tout cas une question qui mérite d'être posée. Maintenant, comment doit-elle être composée? Vous savez, c'est un débat, j'ai vu un article de la commission, de la Compagnie nationale des experts qui avait très peur, paraît-il, que le médiateur épouse la suppression des experts au profit de la common law. Bon, je ne suis pas du tout dans ce débat. C'est intéressant de voir à quel point les conflits d'intérêts doivent aussi être intégrés par celles et ceux qui sont censés représenter les experts. Donc il faut que la Compagnie nationale des experts soit exemplaire en la matière, comme l'ensemble de celles et ceux qui le représentent. C'est un sujet qui est posé, parce que on ne peut pas représenter les gens et ne pas être irréprochable. La question qu'on peut se poser, d'ailleurs c'est toute une série de questions. Est-ce que ce sont les professionnels eux-mêmes qui peuvent déterminer quels sont les meilleurs parmi eux, ce qui existe bon. Et c'est d'ailleurs une des questions qui nous est remontée, c'est-à-dire que beaucoup de professionnels de santé nous disent, mais vous savez, il y a le professeur un tel, c'est les meilleurs parmi ils sont reconnus comme tels, mais ils ne sont pas experts, parce qu'évidemment ils sont sur le champ international, ils sont, etc. Et eux, ils ne sont pas opposés, mais c'est pas leur priorité, parce qu'ils ont autre chose à faire. Et la question, c'est comment peut-on attirer ces compétences pour des sujets très compliqués, pour que les magistrats prennent de bonnes décisions. De l'autre côté, on a des magistrats qui nous disent, attendez, moi
j'ai pas forcément la compétence sur laquelle m'appuyer pour traiter un certain nombre de sujets. Donc, les questions que vous évoquez, c'est cela. C'est est-ce qu'il faut prendre que les professionnels? Est-ce qu'il faut mettre des cultures différentes parce que la multiculturalité d'une décision n'est pas inintéressante? Parce que quand il y a plusieurs personnes autour d'une table qui ont des intérêts différents, ça peut être aussi une bonne prise de décision. Qu'il y ait un regard du magistrat, un regard du professionnel, un regard des assureurs. Mais la question est posée. C'est-à-dire que la vraie question, c'est comment pouvoir offrir aux décideurs judiciaires le meilleur expert dans le domaine pour lequel il a besoin d'expertise. C'est est-ce que la pénurie des médecins à laquelle on assiste va engendrer une pénurie des experts? C'est un vrai sujet. C'est la philosophie du texte que vous avez. C'est un vrai sujet. Bon. Et on s'aperçoit qu'une des réponses faciles, c'est de dire on va augmenter ou reculer la limite d'âge. Voilà. Mais si c'est reculer la limite d'âge pour répondre à un aspect quantitatif et considérablement baisser l'aspect qualitatif, c'est, me semble-t-il, pas une bonne réponse. La bonne réponse, c'est d'élargir le vivier de professionnels susceptibles d'être experts. C'est ça la bonne question. Et ça pose le problème de leur rémunération, ça pose le problème de leur protection. C'est-à-dire que s'il faut les prendre parmi les experts d'assureurs, comment on garantit leur indépendance malgré le fait qu'ils travaillent à 50-60% pour les assureurs? Et ça pose le problème de la liste nationale que nous évoquions pour que sur l'ensemble du territoire, on puisse répondre à une autre question. Y a-t-il égalité de qualité d'expertise selon l'endroit où vous vous trouvez? Bon. Et à partir de cela, on bâtit une réponse par rapport à cette question et non pas un constat aujourd'hui qui fait qu'on n'a pas les moyens de payer les experts, donc on prend ceux qui sont là et qui sont pas forcément incompétents, ils sont passionnés. Il y a des missionnaires de l'expertise, c'est pas où je vais apprendre ça. Mais à l'évidence, on devrait avoir une règle d'éthique forte en matière de décideurs, qu'au-delà de 4 ans après la cessation d'activité, on ne puisse plus être expert, parce que là, à mon avis, on fragilise l'une ou l'autre des parties. J'ai demandé au Conseil économique et social de supprimer cette barrière actif-inactif en fonction de l'âge de la retraite. Parce qu'on peut être actif économique à la retraite et rester actif social, dans les soins palliatifs, dans les associations, dans les mairies. On a besoin des gens qui sont aujourd'hui inactifs sur le plan économique, mais qui sont diablement actifs sur le plan social. A contrario, cibler l'attractivité de l'expertise judiciaire uniquement sur des gens jeunes retraités me paraîtrait là aussi un élément de fragilisation. Je crois que ce qui est important, c'est vraiment la question que vous posez, c'est comment rendre attractif une fonction d'expertise qui fait que les experts médicaux nous disent quand on regarde les montants payés aux experts dans les litiges, catastrophes aériennes, urbanisme, etc., nous on est les parents pauvres de l'expertise. Vrai et faux d'ailleurs, je ne sais pas si ce qu'ils disent est justifié ou pas, mais je veux dire que le vrai sujet, c'est il faut que l'on puisse, dans l'exercice de sa profession, avoir la confiance de ses collègues et avoir une capacité d'attractivité de l'expertise qui aujourd'hui est un peu déficiente. Qu'ensuite, parce que l'expertise est intéressante, parce que vous êtes quelqu'un de compétent, vous puissiez prolonger au-delà de votre cessation d'activité 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans votre fonction d'expertise, la réponse est oui. Mais cibler sur les jeunes retraités, Je ne crois pas que ça devrait être une mesure exclusive, si vous voulez. Pour pallier au manque de recrutement d'experts, on pourrait peut-être envisager de favoriser ce recrutement-là, ce qui n'empêcherait en rien les gens en activité de faire des expertises, mais en leur imposant une limite. Alors on pourrait peut-être imaginer une cessation d'activité en temps partiel. Oui. Non, mais attendez, c'est peut-être cela que l'on pourrait peut-être imaginer. Ouais. C'est-à-dire, je crois qu'il faut peut-être coupler les deux. Sur le sujet de l'allongement de la retraite, je ne sais pas quelles seront les décisions politiques, à l'évidence va se poser de plus en plus la différence qu'il y aura entre l'âge à partir duquel on peut exercer son droit de partir à la retraite et la cessation d'activité qui doit arrêter d'être brutale. Et je pense qu'il faut qu'on imagine des phénomènes de sifflet
qui fait que quelqu'un qui a décidé d'arrêter, mettons, à 64 ans, puisse dire, à 62 ans, je prends 80%, puis 50%, puis 40%, peut-être former un certain nombre de jeunes professionnels, par contre passer le relais, mais garder un peu une main. Or aujourd'hui, souvent, même s'il y a des évolutions, le cumul emploi-retraite est un peu compliqué. Et je pense que ça, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on réfléchisse.